Bonjour, on va poursuivre la série sur les petits montages électroniques qui rendent bien service. Dans cette vidéo, je vais présenter une carte permettant de gérer une boucle de retournement de manière simple et complètement transparente. Comme d'habitude, les schémas et les circuits imprimés sont fournis dans un fichier zip dont le lien figure dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner nombreux pour améliorer la visibilité de la chaîne ainsi qu'à liker si ce contenu vous plaît. On ne va parler que du digital et en deux rails, car en trois rails, les deux rails extérieurs étant symétriques, le problème ne se pose pas. Voici une boucle de retournement. On voit tout de suite qu'à la fin de la boucle, les rails se trouvent inversés et donc en court-circuit. En digital, le sens de marche d'une loco ne dépend pas de la polarité de la voie, si bien que lorsqu'on inverse la polarité pendant que la loco roule, il ne se passe rien. Le milieu de la boucle doit donc être isolé pour qu'on puisse en changer la polarité. C'est une zone neutre. On trouve dans le commerce des modules qui gèrent ça automatiquement. Il y en a de deux types. Ceux qui utilisent deux zones de détection, une à l'entrée et une à la sortie de la boucle. C'est la détection d'un train sur une de ces zones qui entraîne l'inversion de la polarité. Avantage, ils sont fiables et sans risque pour le matériel. Inconvénient, ils coûtent plus cher et ont un branchement plus complexe. C'est le système qu'on va utiliser, mais de manière un peu plus simplifiée. Deuxième type, ceux qui attendent bêtement que le court-circuit se produise. Ils détectent la chute de tension engendrée par le court-circuit pour inverser la polarité à ce moment. Avantage, branchement facile et il coûte moins cher. Mais ça me paraît être une aberration, d'autant que ça peut entraîner un à-coup de la loco dont le décodeur n'apprécie pas toujours la manœuvre. Et s'ils ne sont pas assez rapides, il est possible que la centrale coupe le courant sur tout le réseau, sans parler du risque rare mais pas impossible de griller un décodeur un peu fragile. Il n'est pas toujours facile de les différencier et les informations qu'on trouve sur les sites marchands ne sont pas toujours claires. Pour les différencier, il suffit de voir le nombre de connexions. S'il n'y a que deux connecteurs d'entrée et deux autres pour la sortie, c'est un fonctionnement par détection de court-circuit. S'il y a 6 connecteurs ou plus, c'est un fonctionnement par zone. Pour notre carte, on va donc simplement utiliser la détection du train et inverser la polarité quand il sera complètement entré dans la boucle. C'est simple, sans risque et complètement transparent, le train pouvant même avancer au pas sans qu'on remarque quoi que ce soit. Lorsque le train est complètement sorti, la polarité est remise à l'état initial. Voici une boucle de retournement classique. L'aiguillage d'entrée et de sortie et la zone neutre en bleu où on va changer la polarité. Elle est isolée à chaque extrémité par des coupures sur les deux rails. Par défaut, la polarité du début de la zone neutre est la polarité normale du réseau. On a donc un rail K-boucle et un rail J-boucle qui sont complètement indépendants des rails J et K du réseau. C'est comme si on avait un deuxième feeder. On va ajouter une zone de détection, ici en vert, juste avant la sortie de la boucle. Comme dans toute zone de détection, on ne va couper qu'un seul rail. Ici, c'est le rail K-boucle. La longueur de la boucle doit être suffisante pour que le train le plus long du réseau puisse tenir complètement entre la coupure derrière l'aiguillage d'entrée et le début de la zone détectée. Le fonctionnement est simple. Le train rentre et parcourt la boucle jusqu'à la zone en vert où il est détecté, ce qui actionne le relais qui inverse la polarité, et le train peut sortir. Et on en arrive au schéma qui dérive de celui de la carte de détection qu'on avait vu dans la précédente vidéo. On retrouve la partie détection à gauche, la partie commande du relais à droite, et le relais qui va cette fois servir à inverser la polarité. On a l'arrivée des rails J et K du réseau sur les contacts repos et travail du relais, et les rails J et K de la boucle sur les contacts communs. Une partie du relais va commuter le rail J et l'autre partie va commuter le rail K. Au repos, donc quand il n'y a rien sur la zone de détection, la polarité est normale. Le rail J-boucle est connecté au rail J par le contact repos. Le rail K-boucle est connecté au rail K par le contact repos. Lorsque le relais est activé, la polarité s'inverse par les contacts travail. Le rail J-boucle se retrouve connecté au rail K et le rail K-boucle est connecté au rail J.
Et sur le circuit imprimé, on retrouve la partie détection avec juste la sortie vers le rail K de la zone détectée, les rails J et K de la boucle provenant du relais inverseur pour être en accord avec la polarité en vigueur sur la boucle. Du côté droit, on retrouve la partie relais avec sa commande temporisée avec le NE555. Je ne vais pas revenir sur la fonction de chaque composant qui a été vue en détail dans la vidéo sur les cartes de détection. Pour la réalisation et le montage, reportez-vous à cette première vidéo. Il faudra imprimer l'image du circuit vue côté piste à l'échelle 1 pour réaliser les coupures de piste nécessaires. Puis surtout ne pas oublier de vérifier avec le testeur de continuité qu'il n'y a pas de problème, ces deux étapes devant être menées avec la plus grande rigueur. Et enfin, on pourra passer au montage des composants. Notez qu'une fois les composants montés, il n'est plus trop possible de détecter un court-circuit qui viendra d'une mauvaise coupure d'une piste, donc c'est une étape cruciale. Assurez-vous aussi qu'il n'y ait pas de pont de soudure entre deux pistes. Si c'est le cas, il suffit de repasser la pointe du fer bien essuyée pour que l'excès de soudure soit aspiré par le fer. L'alimentation est ici en 5 volts car j'ai utilisé un relais 5 volts. Mais si vous avez des relais 12 volts, vous alimenterez la carte en 12 volts. Le NE555 a eu une plage de fonctionnement de 4,5 V à 16 volts. La carte photographiée ici est double car ma boucle sera un peu différente et j'ai besoin d'avoir une deuxième zone de détection pour fermer l'aiguillage d'entrée derrière le train. La partie supérieure gère l'inversion de polarité et la partie inférieure commandera un aiguillage automatiquement. J'ai utilisé des connecteurs à broche plus compacts que les borniers car il y a pas mal de fils à brancher. Encore une fois, c'est une réalisation qui ne dépassera pas les 5 € et surtout qui sera bien plus fiable que les cartes à détection de court-circuit qu'on trouve un peu partout et que je déconseille. Pour les essais, j'ai réalisé vite fait une piste avec une boucle classique, un aiguillage d'entrée-sortie avec les coupures des deux rails qui isolent la boucle, une coupure simple qui délimite la zone de détection à la fin de la boucle, l'alimentation DCC est repiquée sur une voie du réseau et la carte est branchée. Les fils blancs sont branchés sur la file de rail K qui est celle coupée au niveau de la zone de détection et ceux de couleur sont sur le rail J qui n'est pas coupé. Il faut faire attention au branchement. Le fil rouge qui alimente le rail J de la boucle est relié à la première broche de connexion. Le fil blanc qui alimente le rail K de la boucle va sur la deuxième broche. Le fil vert qui prend le rail J du DCC du réseau est pris normalement sur le feeder, mais ici il est branché juste avant l'aiguillage d'entrée. Il va à la troisième broche. Et le fil blanc du rail K du DCC réseau va à la quatrième broche. Donc, broche 1, fil rouge, c'est le rail J boucle. Broche 2, fil blanc, c'est le rail K boucle. Broche 3, fil vert, c'est le rail J réseau. Et broche 4, fil blanc, c'est le rail K réseau. Et enfin, le fil blanc branché sur le rail coupé de la zone de détection qui va sur la broche K détect, juste devant le pont de diode. Une fois les branchements faits, on va pouvoir passer à un essai. La loco s'engage, passe sur l'aiguillage et franchit la première coupure. À partir de ce moment, elle est alimentée par la carte et la polarisation est la même que sur tout le réseau. Elle continue à avancer et arrive sur la zone de détection. Dès qu'elle y pénètre, la LED bleue qui indique la détection s'allume, suivie immédiatement par la LED verte qui indique l'activation du relais qui passe en position de travail et inverse la polarisation. Enfin, la loco peut sortir de la boucle sans problème. La LED s'éteint, ce qui indique que la polarité normale est remise et la loco peut s'engager à nouveau. Vous remarquerez que l'aiguillage d'entrée a intérêt à être talonnable et n'a pas alors besoin d'être manœuvré car il est toujours en position droite d'entrée. Il y a d'ailleurs une autre manière de gérer les boucles de retournement en utilisant des aiguillages qui ont des contacts permettant de commuter l'alimentation de la voie, mais il faudra quand même faire bouger l'aiguillage en fonction de l'avancement du train dans la boucle, ce qui ne change rien au problème. Par contre, cette technique est plutôt adaptée au pilotage par ordinateur. Comme l'ordinateur connaît la position du train, il peut gérer l'aiguillage et donc la polarité. On refait un passage à faible vitesse pour bien montrer que l'inversion de polarité ne se remarque pas et que la marche de la loco ne subit aucun à-coup à aucun moment.
On arrive sur la zone détectée qu'on va passer au pas. La loco passe sans souci et la carte inverse la polarité pour pouvoir sortir. Tout le processus est transparent et vous remarquerez aussi que les branchements sont presque aussi simples qu'avec un système par détection de court-circuit. La seule limitation est qu'on ne peut prendre la boucle que dans un seul sens, ce qui ne me semble pas être un problème, d'autant qu'on n'a même pas besoin de bouger l'aiguillage qui est pris en talon pour sortir. C'est simple et efficace. Voilà, j'espère que cette série de vidéos vous donnera l'envie de prendre le fer à souder en main, car sans parler des économies par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce, qui soit dit en passant nous prend un peu trop souvent pour des pigeons, premièrement vous pourrez dire c'est moi qui l'ai fait, et deuxièmement vous pourrez avoir du sur-mesure, car quand on a bien compris le rôle de chaque composant, il est facile d'adapter les schémas à ses besoins. D'autant que le montage sur des cartes streetboard est très facile et est aussi fiable dans le temps qu'un circuit imprimé qu'on va perdre du temps à dessiner et à réaliser à 1 ou 2 exemplaires. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne réalisation. À bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera encore d'électronique avant de passer à d'autres sujets.